Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, c'est la bibliothèque anarchiste qui fait sa rentrée. Donc aujourd'hui nous allons parler, en ce mois de janvier, de la Makhnovtchina, donc du rôle de Makhno pendant la période de la guerre civile et de la révolution russe, 1918-1921. Mais on va aller plus loin, on va essayer d'aborder les questions politiques, bien sûr, de l'ensemble des conséquences liées à l'action de Makhno, ce qu'il a apporté au mouvement libertaire, et puis aussi de voir qui était le bonhomme, c'est-à-dire sa vie, sa jeunesse. Je crois que c'est important pour comprendre et pour cerner vraiment toute l'importance de ce qu'on a appelé donc la Makhnovtchina. Alors Michel, explique-nous un petit peu qui était Makhno. Alors, bon, déjà, avant d'expliquer qui était Makhno, on va repartir un petit peu, on va expliquer deux, trois choses sur la Makhnovtchina elle-même. Makhnovtchina, c'est le mouvement, justement, de Makhno. C'était l'appellation donnée au début par les bolcheviks, qui était légèrement injurieuse, et qui a été reprise par les makhnovistes comme un emblème. Alors, ce mouvement est intéressant à plusieurs égards. D'une part parce que, d'un point de vue général, pour la Révolution, ce mouvement montre comment une classe sociale que les marxistes n'attendaient pas, finalement, au tournant de la Révolution, peut se mettre en mouvement et aller dans le sens de la Révolution. Et cette classe, c'est la paysannerie, que Marx et les sociodémocrates suspectaient d'être une classe sociale arriérée, qui pouvait être réactionnaire par essence, et sur laquelle on ne pouvait absolument pas compter avant qu'elle ne soit prolétarisée, c'est-à-dire réduite à l'état d'esclavage salarié. D'accord ? Et ici, il faut rappeler que, au contraire de Marx, Bakounine, lui, n'imaginait pas que seul le prolétariat était capable de faire la révolution. Il n'y avait pas de classe élue. Voilà, pas de classe élue par le destin historique et la théorie marxiste. Et donc, Bakounine, lui, avait au contraire confiance dans le potentiel révolutionnaire des paysans russes. Et en particulier, il plaçait pas mal d'espoir dans le MIR, c'est l'organisation autogérée des paysans. Et alors à l'époque qui nous intéresse, Marx et Bakounine sont morts. Le Parti social-démocrate, où sont Lénine et les autres, néglige la propagande auprès des paysans, en bons doctrinaires qu'ils sont, et se concentre sur les villes et sur les quelques ouvriers qui commencent à apparaître dans la Russie tsariste en début de révolution industrielle. D'un autre côté, il y a des socialistes révolutionnaires qui, eux, au contraire, axent toute leur propagande auprès des paysans et militent pour que les paysans prennent possession de la terre. Alors leur programme sera volé ensuite par les sociodémocrates, comme Lénine, en grand opportuniste politique qu'il est, sait si bien faire ce genre de choses. Alors, la Makhnovtchina, elle, dans tout ça, va montrer que Bakounine avait peut-être bien raison, que les paysans russes ou ukrainiens avaient un potentiel révolutionnaire intéressant, et que justement ce potentiel révolutionnaire était d'autant plus intéressant qu'il était anti-autoritaire. Alors, Makhno avant la Makhnovtchina, qu'est-ce que c'est ? On va ici vous décrire un petit peu la formation d'un anarchiste paysan. Donc, il naît, Nestor Makhno, le 27 octobre 1888 à Koulaï-Polier. Donc, c'est un gros bourg qui se trouve dans le sud de l'Ukraine et qui comptera 25 000 habitants en 1917. Sachant qu'il n'y en avait que 10 000 au début du 19e siècle, on peut penser que ce bourg avait connu un début d'essor qui était justement peut-être lié à un début d'industrie, puisqu'on trouve deux usines à Koulaï-Polier à cette époque-là, quelques moulins et différents artisanats qui font que c'est quand même une ville d'importance en Ukraine. Alors, Nestor Makhno, lui, est le 5e et dernier fils de la famille. Ses parents sont d'anciens serfs qui ont été libérés en 1861 par la pseudo-réforme d'Alexandre II. Et, comme beaucoup de paysans soi-disant libérés à cette époque-là, le lot de terre dont ils disposent est insuffisant pour nourrir toute la famille. Donc, le père de Makhno continue de travailler pour son ancien maître en tant que garçon d'écurie. Finalement, cette réforme n'a pas changé énormément de choses pour eux. À la naissance de Nestor, le père Makhno devient cocher pour un riche industriel que Makhno retrouvera par la suite sur son chemin. Mais ce père meurt alors que Nestor n'a que 11 mois, laissant la famille dans la misère. Un témoignage de l'époque dit que, au contraire de beaucoup de maisons, dans la cour des Makhno, on ne trouvait ni cochon, ni basse-cour, rien finalement pour se nourrir décemment. Donc Nestor Makhno va devoir travailler très très tôt, sans pouvoir recevoir une éducation complète.
bien qu'il ait appris à lire, à écrire et compter à l'école. Et c'est des activités dans lesquelles, semble-t-il, il était assez doué, même si c'était aussi un écolier pas soumis, insoumis, qui faisait beaucoup l'école buissonnière, ce qui l'a d'ailleurs amené à risquer sa vie, très tôt, un jour d'hiver, il a traversé la glace sur un lac. Il a plusieurs fois traversé la glace. Hein. Oui. Ce ne sera que la première fois. Ouais, mais là, il était très jeune, il a failli y laisser sa peau, et il est sorti avec ses vêtements gelés de l'eau, et on croit il semblerait que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir une fragilité des poumons. Et parce qu'il faut savoir quand même, je trouve qu'il y a un petit côté magnifique dans la vie de Nestor Makhno, c'est que quand on regarde un petit peu son parcours, on s'aperçoit que c'est un homme qui avait une santé très fragile, et ça n'a pas empêché de survivre à 200 assauts, mener sabre clair, au typhus, et à tout un tas de trucs. Et donc un homme fragile et en même temps indestructible, ou presque. C'est un beau paradoxe. Donc, alors après qu'il ait séché l'école, sa mère le punissait sévèrement, et lui, il est obligé de travailler vers l'âge de 10 ans, et il va devenir, comme son père, garçon d'écurie. Alors, c'est là qu'il lui arrive quelque chose qui va sans doute marquer sa sensibilité politique, sinon son idéologie. C'est qu'un jour, il voit les fils de la grande famille dans laquelle il est embauché battre un autre garçon d'écurie. Là, son sang ne fait qu'un tour, il va avertir un ouvrier, un autre employé de cette famille, qui est grand, fort et qui a le sang chaud. Et cet ouvrier se précipite pour donner une correction à ses fils de famille qui battent comme plâtre un pauvre petit garçon d'écurie. Et cet employé dit à Makhno, ne te laisse jamais frapper. Et si jamais ton maître te frappe, prends une fourche et plante-lui dedans. Très bon précepte. Donc il y a une tradition de jacquerie déjà dans ces plaines ukrainiennes. On peut dire ça, je crois, oui. Et donc Makhno, il en parle dans ses mémoires de cet épisode, et il semble-t-il, ça l'a vraiment beaucoup marqué. Il a très tôt senti finalement la distance sociale qui le séparait et l'exploitation dont il était victime. Mais bon, en 1903, il quitte son emploi de garçon d'écurie et s'embauche comme apprenti dans une fonderie locale où il apprend l'art de couler des roues de moissonneuse. Donc, ici on voit que, justement, le paysan, souvent, en Ukraine ou ailleurs, est aussi ouvrier, et que l'ouvrier est plus ou moins paysan. Donc les distinctions sociales ne sont pas coulées dans le marbre, comme le voudrait peut-être Marx, et que les choses sont souvent beaucoup plus mélangées que le voudrait la théorie. Donc, entre-temps, la situation de la famille a évolué puisque les 3 frères aînés ont quitté la maison et sont établis chacun de leur côté, ce qui fait que la mère de Makhno n'a plus que 2 bouches à nourrir en plus de la sienne, ce qui quand même facilite un petit peu la situation de la famille. Makhno va se livrer alors à diverses activités. Alors, il est vendeur chez un marchand de vin pendant 3 mois. Skierda prétend que Makhno retire de cette expérience un dégoût pour l'alcool. Bon, plus tard, les bolcheviks, eux, accuseront Makhno d'ivrognerie. Ouais. Bon, c'est pas trop. De la même façon, il va se livrer à l'exploitation des 4 hectares de terre de sa mère. Donc il laboure, il s'occupe de tout ce qu'il y a à s'occuper dans cette plantation. Puis il va aussi faire du badigeonnage pour avoir un peu de liquide, histoire d'aider ses frères à acheter une charrette. Donc voilà, on pourrait dire 1000 métiers, 1000 misères. C'est la vie d'un paysan ukrainien misérable. Mais le cours de cette vie misérable est interrompu par la révolution de 1905 qui va passionner Makhno, qui commence à lire la littérature politique clandestine et tout ce qu'il peut trouver. Tout d'abord, il est attiré donc par les tracts sociodémocrates qu'il lit et distribue, et il se lasse assez vite de ces socialistes autoritaires qu'il prend en grippe pour des raisons mal définies, mais bon, il les sent pas, ces gars-là, on pourrait dire ça comme ça, et il s'en sépare. D'autant que, début 1906, il rejoint des paysans anarchistes de Goulaï-Polier, qui forment un groupe organisé par 2 frères, Anthony et Prokop Semeniuta. Il y a un 3e frère, Alexandre, qui connaîtra un destin tragique, dont vous pourrez lire des choses dans différents livres, mais bon. Alors, malgré la répression assez féroce, faite par les autorités tsaristes après la révolution de 1905, ce groupe de 10 ou 15 membres arrive à se réunir au moins 1 fois par semaine, et là, que font-ils ? Ils s'instruisent mutuellement de la pensée anarchiste. Et alors parce que il y a la littérature clandestine évidemment qu'on peut se procurer, ils se la lisent, la commentent et essaient de se l'expliquer les uns aux autres.
Donc, après 6 mois passés à apprendre les idées et les buts du communisme libertaire, parce que Kropotkin n'est qu'une référence majeure pour ce groupe, Makhno devient membre à part entière du groupe, qui se livre alors à 2 choses. D'une part, la propagande idéologique, donc essentiellement distribution de tracts, information et autres, et d'autre part, à la propagande par le fait, qui est surtout alors caractérisée par les expropriations. Donc les expropriations, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que nous appellerions des hold-up. C'est le moyen qu'ont ces groupes pour se procurer de l'argent liquide afin de continuer leur propagande et leurs activités. Tu veux dire que la banque ne leur prête pas ? Non, curieusement, la banque refuse de financer les anarchistes, mais ça n'y a rien comprendre. Mais à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une pratique très courante de la part de tous les groupes révolutionnaires. Staline y fera ses premières armes en Géorgie, puisque c'est lui qui dirigera pour Lénine les expropriations qui permettent aux bolcheviks d'avoir les caisses toujours pleines, en dépit du fait qu'ils ne sont financés par personne. Les sociaux-révolutionnaires le font aussi, puisqu'ils ont une branche armée. Les maximalistes, qui sont une branche des sociaux-révolutionnaires, le font aussi. Enfin bref, les à peu près 50 000 groupes politiques d'obédiences diverses et scissionnistes y ont tous recours pour financer leurs activités. Donc, en septembre 1907, Makhno est arrêté pour la première fois, à la suite d'une aventure un peu bizarre, puisqu'un de ses amis lui demande un revolver. Makhno le lui prête, en pensant que c'est pour des activités révolutionnaires, et en fait cet ami a des comptes à régler avec sa fiancée, qu'il exécute sombrement, avant de se tirer dessus. Makhno est présent sur le lieu à ce moment-là, essaie d'aider ces 2 personnes, et se fait arrêter. Alors il ne sera relâché qu'au bout de 10 mois, mais il est relâché, pourquoi ? Parce qu'il résiste à la torture, à la balançoire, Philippe. La balançoire, c'est un divertissement policier assez universel. Ça consiste à accrocher quelqu'un au plafond, en tout cas en le faisant pendre, bien sûr, et à se le balancer de l'un à l'autre à coups de poing et à coups de pied. Donc c'est ainsi que la personne qui est torturée reçoit un coup ici, va vers l'autre, qui lui en donne autre, et ainsi de suite. C'est un divertissement qui a l'air de les amuser beaucoup, d'ailleurs qui a été pratiqué tellement de fois, n'est-ce pas, que tous les torturés le connaissent. Et donc, le commissaire est assez impressionné par la résistance de Makhno, qui ne lâche rien. Et l'inspecteur dit « J'ai jamais vu des types pareils », il veut rien dire. Donc, Makhno est libéré au bout de 10 mois, et il reprend aussitôt ses activités anarchistes de propagande. La prison ne l'a pas guéri, de toute évidence. Et il va aussi commencer à former de nouveaux membres pour le groupe anarchiste. Et lui, par rapport à d'autres membres du groupe, reste en quelque sorte au grand jour. Il ne se retire pas dans la clandestinité, comme beaucoup d'autres du groupe. Et, évidemment, comme toujours, le groupe a été infiltré par des mouchards de la police. Alors, voyons. Ils sont au nombre de 3. 2 sont suspectés, convaincus de traîtrise et exécutés par les anarchistes de Goulaye-Pollier. Et un 3e prouve sa traîtrise quand le groupe est cerné par la police lors d'une réunion. Et ce mouchard-là propose de se rendre aussitôt, puisqu'il a bon espoir de s'en tirer vivant, lui. Quant aux frères Semenuta et quant à Makhno, ils refusent catégoriquement de se rendre et font une sortie revolver au poing. Prokop Semenuta prend une balle dans la jambe. Il ne peut plus s'enfuir, donc il couvre la sortie de ses amis en essayant de ralentir la police, et quand il ne reste plus qu'une balle, il se suicide avec, histoire de ne pas tomber aux mains de la police et de pouvoir rien leur donner, même contre sa volonté. Donc on voit qu'à l'époque, ces groupes-là ne plaisantaient pas, que la police ne plaisantait pas non plus, et que être anarchiste, c'était pas une partie de plaisir. C'était à la vie, à la mort, et on ne pouvait pas beaucoup s'amuser, je crois. Donc Makhno et quelques autres arrivent à s'en tirer, et là ils décident de se venger. Évidemment, comment prévoient-ils de se venger ? Ils veulent exécuter le gouverneur de la province qui doit venir à Goulaye-Pollier pour constater de visu tous les désordres provoqués par ces fichus anarchistes. Donc ils arrivent avec 2 bombes, prêts à mourir en faisant exploser le gouverneur. Ils ne peuvent pas mener leur projet à bien parce que le gouverneur n'accepte de parler qu'aux pères de famille, et que les jeunes gens, comme Makhno, qui n'a pas 20 ans, sont refoulés à l'entrée.
Donc Makhno essaie de remettre son projet à plus tard. Et en attendant, il se dit qu'avec les explosifs, ils vont peut-être pouvoir faire sauter le poste local de l'Okhrana. La police secrète tsariste. Malheureusement pour l'Okhrana, malheureusement pour Makhno, alors ça lui a peut-être sauvé la vie. Mais bon, son projet échoue et il est arrêté avant d'avoir pu faire exploser ce local de l'Okhrana. Donc il est jeté en prison avec quasiment tous les membres du groupe. Et là, lui et ses amis sont condamnés à mort. Donc il va passer un certain temps quand même à attendre la mort dans un cachot, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'en raison de son jeune âge, il est gracié et que sa peine est commuée en peine de prison à vie. À partir de là, il va aller dans différentes prisons où il sera quasiment tout le temps enchaîné. C'est-à-dire qu'il va passer 8 ans avec des fers aux pieds et aux mains. Et ainsi, quand il sera libéré, il aura du mal à tenir en équilibre sans ses fers. On imagine un petit peu, donc il va de cachot en cachot. Il tombe malade, donc il passe comme beaucoup d'entre eux, donc il va souvent à l'infirmerie pour soigner ses poumons. Et comme beaucoup de prisonniers politiques, il complète sa formation politique à ce moment-là, en rencontrant Archinov, qui ensuite participera avec lui à la Makhnovchina en Ukraine, et il découvre aussi Kropotkin, dont il lit l'entraide en permanence. Il va aussi développer en prison une forte aversion pour l'État, pour l'autoritarisme et pour la police. C'est surprenant. C'est très surprenant, n'est-ce pas? Surtout par la lecture de Kropotkin. Et d'autre part aussi, c'est là qu'il commence à se méfier des intellectuels socialistes, souvent bourgeois, qui ont tendance à pactiser un peu avec les gardiens, parce qu'ils ont plus d'argent que les ouvriers anarchistes, et qui n'ont aucune solidarité avec les ouvriers justement anarchistes emprisonnés. Et là, il se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui pue au royaume du Danemark, un malaise. Donc, il est supposé passer toute sa vie en prison, mais arrive février-mars 1917, la révolution, et il est libéré de façon anticipée. Il passe 2 jours à Moscou, où il aurait presque envie de rester pour voir la suite des événements, parce qu'il a l'impression que le pays bouillonne et qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Mais sa famille et ses amis le rappellent avec insistance en Ukraine, et donc il quitte Moscou, où il était emprisonné, où il a été libéré, 2 jours après sa libération. Quand il arrive en Ukraine, à Goulaï-Pollier, on l'accueille quasiment comme quelqu'un qui serait revenu d'entre les morts. C'était un héros, en fait. C'était un héros, oui. Et personne ne s'attendait à le revoir vivant, aussi. Et là, il va commencer tout de suite à reprendre contact avec le groupe anarchiste de Goulaï-Pollier, qui a subsisté, puisque tous les membres n'avaient pas pu être arrêtés, et certains avaient continué la propagande. Et donc Makhno va reprendre langue avec eux, afin d'organiser des actions. C'est-à-dire que ce qu'on verra, c'est une constante dans l'activité de Makhno, dans l'activité anarchiste de Makhno. Il ne se limite jamais à la propagande idéologique. Il organise aussitôt en permanence des actions. Alors, quelles actions? Ici, d'une part, il va organiser une grève. Donc, cette grève, c'est des ouvriers qui viennent de Goulaï-Pollier qui viennent le voir pour lui demander de l'aide. Et lui, pose les critères de négociation de façon assez drastique, en disant au patron, voilà, c'est 100% d'augmentation ou rien. Premier jour, les patrons cherchent à négocier, proposent 40%, quelque chose comme ça. Makhno dit non, revenez demain, réfléchissez. Pendant ce temps-là, évidemment, il organise la grève elle-même et la possible reprise en main de l'usine. Chose qui n'est pas facile à l'époque, parce que Kerensky est au pouvoir et les ouvriers ne sont pas forcément bien vus et ne peuvent pas faire facilement ce genre de choses. Donc, deuxième jour, les patrons arrivent, proposent un peu plus, 60%. Makhno dit non. On négocie pas, c'est 100%. Réfléchissez, revenez demain. Troisième jour, les patrons sont prêts à se saigner 4 veines, disent 80%. Makhno, non, 100%. C'est ce que j'appelle la négociation syndicale. On est très très loin de... monsieur, vous pourriez nous donner 2% de plus, s'il vous plaît? Non. Bon, allez, 0,5% font l'affaire. Ça, c'est le syndicat actuel. C'est notre époque, apparemment. C'est notre époque. Donc, Makhno... Troisième jour, les patrons arrivent, 80%, non, 100%. Et là, l'ancien patron de Makhno, sans le vent du boulet, cède. Il dit, d'accord, on a compris, vous aurez 100%. Donc ils obtiennent le doublement de leur salaire. Voilà. Donc le prestige de Makhno auprès de ses ouvriers doit être considérable. Sans doute. Parce que, on voit qu'il sait faire les choses. Ouais.
Et d'autant que les ouvriers commencent à participer à la production et à la gestion de l'usine. Parce qu'entre-temps, ils se sont emparés de l'outil de production. Pas tout à fait, mais les patrons sont obligés de leur laisser de la place. On préférait laisser, oui, c'est ça. Lâcher du lest. Lâcher du lest, parce qu'ils voient bien que les choses tournent mal pour eux. Et d'autre part, autre action de Makhno, il organise des communautés fondées sur les principes du communisme libertaire, où les moyens de production sont mis en commun, où le travail est organisé de façon collective. Les gens mangent ensemble, alors ils ont la possibilité de manger individuellement aussi s'ils préviennent à l'avance. Quand l'un est absent, il doit prévenir son voisin pour qu'on organise le travail autrement. Et puis d'autre part, les biens produits sont mis en commun. C'est une vraie vie alternative, quoi. Voilà. Tout de suite. Ouais, on n'attend pas. Ouais. Donc on n'attend pas les conditions historiques propices. Voilà. Ouais. Camarades, les conditions ne sont pas réunies. Voilà. C'est pas très très Makhno, ça. Non. C'est maintenant, on voit ce qu'on peut faire. Et on le fait. Et Makhno, lui, participe à ces communautés. Alors, il va travailler, par exemple, 2 jours par semaine, soit dans les champs, soit ailleurs. Et il fait comme tout le monde. Ce qui est important à noter, c'est que Makhno n'est pas forcément un leader. C'est plutôt un conseiller. Les gens l'écoutent, le contestent, et les décisions qui sont prises ne sont pas forcément celles conseillées par Makhno. Il y a une discussion, il y a tout un tas de choses. C'est pas un autoritariste déguisé en anarchiste. Donc c'est quand même assez important. Donc, à partir de là, on peut voir que Makhno va commencer déjà à organiser finalement une révolution libertaire sur des bases concrètes, mais qui avaient été posées avant lui. Ce n'est pas un individu qui fait émerger la révolution de nulle part. Les paysans ukrainiens avaient, semble-t-il, des fortes tendances libertaires, au sens où ils refusaient l'autorité, ils avaient tendance à refuser l'autorité du tsar russe, sur une base un peu indépendantiste ou nationaliste. Et puis d'autre part aussi, c'était des descendants des Cosaques Zaporog qui avaient lutté eux aussi contre le tsar, et qui parfois même s'étaient enfuis en Ukraine pour échapper à Catherine de Russie ou à quelque autre autocrate féroce. Et donc cette tradition des Cosaques n'était pas du tout oubliée. C'est-à-dire que les histoires des Cosaques, Makhno les avait entendues petits. Et le paysan ukrainien n'était pas une espèce de brute soumise qui adorait son chef et qui n'imaginait pas pouvoir vivre sans. Les Ukrainiens avaient déjà, ils avaient des espèces de mires aussi, un peu à la star des paysans russes, et ils avaient déjà une idée finalement d'une organisation collective. Mais Makhno arrive là-dedans avec des idées très précises, héritées de Kropotkin, et il va sans doute servir de détonateur pour aider tous ces paysans à avoir des idées peut-être un peu plus claires, mais bon, le ferment était déjà là, de toute façon. Et les masses étaient réceptives à ce discours, en fait. Oui. Je pense que dans l'ensemble, et c'est d'ailleurs ce que dit Volin, c'est même vrai aussi pour la Russie profonde, il y a ce qu'il appelle l'anarchisme spontané des masses russes paysannes, et ça a forcément joué beaucoup dans le soulèvement donc qui a eu lieu après les événements de 17, donc dans les grandes villes russes. Je pense que c'est une réalité que cette vision spontanée qui est décrite aussi par d'autres auteurs sur les bateaux par exemple, qui étaient comme on l'a vu lorsqu'on a parlé de Kronstadt, surtout peuplés de paysans capturés dans les campagnes et emmenés de force dans les bateaux, et qui devenaient des têtes brûlées, des gens qui ne marchaient pas du tout dans la combine. Les bateaux russes étaient vraiment des bateaux où la discipline ne régnait pas facilement, parce que spontanément, précisément, ces paysans russes étaient extrêmement rétifs. Bien sûr qu'ils étaient sensibles aussi à la répression, mais extrêmement rétifs. Donc, et alors, avant de passer à la suite de cette histoire, qui pour beaucoup montre en fait le cheminement, une sorte de pistolero aventurier qui se conscientise et qui devient un vrai militant et qui organise des groupes. Donc on va... Il semble que c'est un parcours finalement, on pourrait dire, en 3 temps. C'est-à-dire qu'au début, il y a quand même l'idéologie, et la volonté de militer. Ensuite, il y a le banditisme pour alimenter les caisses, financer la cause, qui va donc être une formation militaire de base. Et puis ensuite, il y a l'approfondissement idéologique en prison. Alors on va voir ce que ça va donner justement au moment où la Russie bascule dans la révolution, c'est-à-dire à partir d'octobre 17. Et avant cela, on va écouter un peu de bonne musique. Makhnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine,
ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre veine, ils sont rouges de notre sang. Par les mots et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. L'armée blanche de Dénikine est entrée en Ukraine en chantant. Mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, c'est la bibliothèque anarchiste qui continue. Donc nous étudions toujours la vie passionnante et trépidante du révolutionnaire Makhno et l'histoire de la Makhnovtchina. Alors maintenant Michel, tu vas je pense nous parler de son rôle plus spécifique au plan militaire bien sûr, et puis de son rôle dans la guerre civile. Oui. Alors, mais d'abord, en fait, bon, ce qu'il faut savoir c'est que donc Makhno en Ukraine commence à organiser la révolution libertaire. Entre-temps, les bolcheviks arrivent au pouvoir et les armées austro-allemandes, elles, progressent en Russie, en Ukraine, et Lénine, pris à la gorge, va leur céder justement l'Ukraine et tous les pays baltes. C'est le traité de Brest-Litovsk. C'est le traité donc de Brest-Litovsk, signé par Trotsky en 18, je crois, ou en 17, j'ai oublié la date exacte, mais peu importe. Donc,
ce qu'il faut voir, c'est que la signature de ce traité de Brest-Litovsk était un véritable coup de poignard dans le dos, pour prendre une expression consacrée, dans le dos justement des révolutionnaires ukrainiens qui se retrouvaient face aux Allemands et aux Autrichiens, alors que le début de l'armée rouge se carapataient à vitesse grand V pour laisser la place. Et donc, les Allemands, eux, et les Autrichiens étaient très très désireux de prendre l'Ukraine, qui était riche en matières premières, agricoles et autres. Et j'ai à tout prix besoin pour continuer la guerre, parce que contrairement à ce qu'ont dit les généraux allemands après la défaite de leur pays, l'Allemagne était à bout de force à ce moment-là. Et donc eux, c'est impératif qu'ils prennent l'Ukraine. Et qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire ? Ils vont commencer à réinstaller tous ceux que la révolution antérieure a chassés. Les grands propriétaires terriens et quelques autres. C'est pas ce qu'on a appelé la révolution agrarienne, parce que Volin en parle dans La Révolution inconnue. Et il dit que c'est le retour en fait des grands propriétaires de ce qu'on appellerait les latifundiaires. Il appelle ça la révolution agrarienne, c'est-à-dire une contre-révolution agrarienne. Il fallait, comme il l'a dit, à partir de janvier 18, il y a encore, les Allemands ont encore devant eux à peu près 10 mois de guerre. Il faut nourrir l'Allemagne, parce que l'Allemagne commence à être épuisée, l'effort américain a joué son rôle, et donc on va se venger sur les zones de l'Est. Scénario qui va se reproduire dans le courant de la Seconde Guerre mondiale. Et donc on va se servir de ces immenses terres à blé et des mines de l'Ukraine pour réalimenter l'axe qui, en tout cas l'Allemagne et l'Autriche qui ont de grosses difficultés. Donc là je crois que ça c'est certain, cet aspect est très important. Et on peut comprendre que Makhno se sente abandonné par les bolcheviks. Parce que alors qu'il se voyait dans un processus révolutionnaire parallèle à celui de Moscou et Leningrad, il se rend compte que par traité, on l'abandonne aux mains des Austro-Hongrois qui avaient déjà dans le passé historique récent opéré sur l'Ukraine et sur toutes ces régions des coups de main absolument meurtriers. Pensez par exemple à la constitution de la Prusse, etc., ce qui est arrivé à la Pologne, les multiples invasions. Donc là, il y a vraiment un très mauvais coup et on comprend que d'un seul coup, le Makhno puisse utiliser bien sûr une forme de nationalisme anti-autrichien et anti-allemand. D'autant que les Allemands et les Autrichiens ont remis en selle tous ceux qui avaient été chassés. Voilà. Et que la répression et les vengeances sont terribles. Donc Makhno, lui, est pris entre deux feux. Enfin, pas pris entre deux feux, mais pas encore. Ce sera plus tard. Je me suis trompé. Ça viendra. Mais donc il se retrouve en quelque sorte. Il n'avait pas encore organisé son armée à ce moment-là. Il avait simplement commencé à poser des bases libertaires au niveau syndical ou au niveau de l'organisation de la vie sociale. Et donc la ville de Goulaï-Polier est envahie très très rapidement. En plus avec l'aide d'une certaine traîtrise, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui avaient un petit peu essayé d'occuper des positions de bureaucrates au moment de la Révolution, qui avaient été remis à leur place par le groupe anarchiste et qui se vengent à ce moment-là et qui ouvrent carrément les portes de la ville aux Allemands. Donc Makhno n'a plus de base arrière et avec ce qui reste des militants libertaires, ils décident de tous partir un peu partout en Russie pour savoir ce qui se passe et pour voir s'ils peuvent s'ils peuvent organiser à nouveau un mouvement. Une contre-attaque. Et donc ils donnent rendez-vous environ 10 mois plus tard, quelques mois plus tard, et Makhno lui va partir à Moscou. Donc il arrive à Moscou dans des conditions là encore rocambolesques et où il essaie de voir un petit peu ce qui se passe. Là il s'aperçoit que les anarchistes de Moscou ne font rien ou pas grand chose, c'est-à-dire qu'ils se contentent de faire de la propagande sans organiser un mouvement de masse et que les bolcheviks sont en train de les bouffer tout cru. Tu veux dire qu'ils refusent l'efficacité ? Ça me surprend. Je dirais que Makhno... Ils ont été affaiblis par des rafles aussi. Oui. Un certain nombre d'anarchistes ont été capturés déjà à ce moment-là. Et ceux qui restent sont évidemment les moins, je dirais, les moins dangereux, les moins durs, les moins déterminés. Ils se contentent donc de griffouiller quelques articles dans des journaux qui sont lus presque que par eux-mêmes et leurs familles. Et pendant ce temps, les grands leaders sont exilés. Ainsi, par exemple, Kropotkin, c'est à ce moment-là qu'il est éloigné. On l'envoie à 60 km de Moscou, dans une sorte de zone de relégation, dans laquelle il va mourir, en fait, puisqu'il va rester là 3 ans avant de mourir. Mais maintenant, on a l'impression que, en fait, à Moscou, on fait une révolution de papier. Il a l'impression que tout le monde est occupé à écrire des articles, mais que personne ne met la main à la pâte réellement.
Et alors il veut retourner, il estime avoir appris suffisamment de choses et il veut retourner à Goulaï-Pollier. Et c'est comme ça que très très vite, finalement, pour obtenir des faux papiers qui lui permettront de passer la frontière, il se retrouve face à Lénine. C'est juste. Parce que bon, à cette époque-là de la Révolution, n'importe quel problème peut très très vite arriver finalement en haut de la pyramide, ce dont Lénine d'ailleurs se plaignait amèrement. Et en même temps, Lénine est intéressé parce que, venant d'Ukraine, Makhno a des choses à lui apprendre. Donc il va y avoir une discussion qui est retracée par Alexandre Skirda dans son livre qui s'intitule Nestor Makhno, le cosaque libertaire, que vous pouvez trouver à la librairie Publico. Et c'est là qu'on voit que Lénine est convaincu finalement de l'impuissance des anarchistes et de leur inefficacité. C'est-à-dire que pour Lénine, les anarchistes ne sont pas dans le présent. Ils construisent des châteaux en Espagne utopiques, mais ils n'organisent rien sur le coup. Et Makhno le contredit avec assez de virulence et lui explique un petit peu comment les paysans ukrainiens ont compris le mot d'ordre tout le pouvoir aux soviets, c'est-à-dire de façon anarchiste, ce qui déplaît fortement à Lénine. Il lui décrit aussi l'impuissance de l'armée rouge, enfin de la garde rouge là-bas, qui ne quittent jamais les voies de chemin de fer, où ils ont leur train blindé, ne s'enfoncent jamais dans le pays, et au premier coup de feu, rentrent dans leur train et se barrent. Alors Lénine en tire curieusement la conviction que l'armée rouge va sauver le pays et qu'il faut la développer encore plus. Bon. Alors Lénine savait sans doute pas à qui il avait affaire vraiment, sinon Makhno aurait fini dans les sous-sols de la Tchéka à peu près directement. Et il fournit... alors il dit quand même Makhno que si tous les anarchistes étaient comme lui, les communistes pourraient travailler avec eux. Et il lui donne ses faux papiers, ce qui permet à Makhno de rentrer à Goulaï-Pollier. Entre-temps, il a aussi rencontré, quand même, il faut le dire, Kropotkin. Qu'il est allé voir à ce moment-là, oui. Qu'il est allé voir. Et donc Kropotkin est très content de rencontrer un jeune révolutionnaire anarchiste ukrainien. Ils discutent longuement, et quand Makhno lui demande ce qu'il doit faire, Kropotkin lui dit écoutez, quoi que vous fassiez, c'est votre vie qui est en jeu. Et il n'y a que vous qui puissiez décider. Ce qui est une réponse assez libertaire, finalement. En lui disant que sa vie était en jeu, d'une certaine façon, il l'aiguillait sur une voie aussi. Oui, mais il avait sans doute senti l'énergie du personnage, Makhno, et en même temps, Makhno est parti en Ukraine avec des ouvrages de Kropotkin que Kropotkin lui a donné. Il y avait des exemplaires d'auteurs qu'il lui a donnés pour l'Ukraine. Ça, c'est un joli cadeau. Oui. Et Kropotkin avait aussi envoyé un petit message à Makhno en lui disant, un petit télégramme en lui disant que si tous les militants anarchistes étaient comme lui, la révolution s'en porterait beaucoup mieux. Il avait sans doute eu l'intuition d'avoir affaire à quand même quelqu'un qui n'était pas tout à fait commun. Alors donc, Makhno rentre à Goulaï-Pollier. Alors bon, là je vous passe les détails parce que il échappe à plusieurs arrestations, étant donné qu'il est célèbre, il est immédiatement reconnu partout où il passe. Donc il se cache dans la campagne, il commence à organiser des petits groupes de francs-tireurs à grand-peine. Et très très vite, en fait, l'Ukraine s'est révoltée contre l'occupation austro-allemande. Et contre l'Hetman Skoropadsky, qui était l'homme de paille de ces armées d'invasion, et qui avait été justement installé là pour à la fois réinstaller la grande bourgeoisie et les grands propriétaires, et pour aider les Allemands dans l'entreprise de pillage. 2 mois après ça, l'Ukraine se révolte un petit peu partout, la répression des armées allemandes s'exerce, elle est sanglante, et on est dans une espèce de processus où tout s'enclenche, puisque cette répression va amener de plus en plus d'Ukrainiens dans les bras de l'insurrection. Et donc l'insurrection va prendre beaucoup d'ampleur, et en particulier dans le sud de l'Ukraine, et elle va s'organiser autour de gros bourgs comme Goulaï-Pollier. Et Makhno évidemment joue un rôle essentiel. Alors c'est beaucoup d'actions, très ponctuelles, aucune bataille frontale, plutôt du harcèlement. Alors quand Makhno et ses hommes capturent des escouades allemandes ou autrichiennes, que font-ils? Alors ils tuent les officiers, ça c'est systématique. Et ensuite ils libèrent les soldats après leur avoir retiré leur uniforme et leurs armes. Parce qu'il faut savoir aussi que à cette époque-là, évidemment, tous les insurgés ukrainiens ont très très peu d'armes. Et que souvent, ils ont une arme à feu pour 5 hommes. Et attaquer les Allemands, c'est aussi un moyen d'avoir des armes et des munitions.
Donc bon, Makhno va se livrer à tout un tas d'actions héroïques, flamboyantes et étonnantes à ce moment-là. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les principales forces motrices de l'insurrection révolutionnaire ukrainienne sont constituées par les couches les plus pauvres des paysans et des ouvriers. À ce moment-là, aucun parti politique ne les guide. Et leur mot d'ordre se résume à la terre aux paysans, les usines aux ouvriers. Et les Allemands dehors. Et les Allemands dehors. Quant au mouvement insurrectionnel issu de Goulaï Pollier lui-même, avec Makhno dans son sein, proclame dès le départ qu'il ne lutte pas pour instituer un pouvoir meilleur, mais pour que les paysans et les ouvriers puissent organiser leur vie par eux-mêmes, sans autorité ni exploitation. Donc, ce qui est quand même formidable, c'est que entre septembre et octobre 1918, les insurgés vont se réunir en une seule grande armée, qui réunit plusieurs dizaines de milliers d'hommes, et ils entament une guerre générale de partisans face aux grands propriétaires terriens et à l'armée de l'Hetman Skoropadsky. Donc là, Makhno a le commandement et il est à la fois une espèce de chef militaire et guide révolutionnaire des masses paysannes. Je crois que c'est là qu'on commence à surnommer Batko Makhno, c'est-à-dire Père Makhno, Papa Makhno. Papa Makhno. Et c'est pas du tout un chef militaire planqué, c'est quelqu'un qui est toujours en première ligne, qui prend des risques considérables. Et d'ailleurs, il sera blessé un nombre considérable de fois. C'est un véritable trompe-la-mort, puisqu'il survit à peu près à plus de 200 assauts menés sabre clair à la tête de sa cavalerie. Alors il a mis aussi des tactiques de guérilla très efficaces, puisque en fait tout est fondé sur la rapidité. Il prend des espèces, j'ai oublié comment on appelle ça, c'est normalement des petits chars à chevaux qui sont là pour le déplacement des personnes. Oui, des infanteries. Et maintenant installe des mitraillettes dessus. Ce qui fait qu'il a une espèce d'infanterie lourde, mobile, et qui se déplace très très vite. Et il est capable de faire 80 km en 2 jours ou en une seule journée. Ce qui fait qu'il attaque partout où on n'attend pas. Il attaque à un point, les armées se déplacent, et lui il va attaquer un autre point là où les armées finalement ne l'attendent plus. Et puis c'est une guerre d'escarmouche. Il mitraille les camps la nuit pendant que les gens sont installés en train de dormir. Enfin bon, c'est pour l'armée d'occupation austro-allemande, c'est un cauchemar authentique. C'est largement pire que les tranchées. Là, il y a des témoignages là-dessus. Il attaque par derrière, il attaque les arrière-gardes. Sa faiblesse est telle que forcément les méthodes de lutte sont apparentées à celles de la guérilla. Il faut le dire, à l'époque, il n'y a aucune théorie de la guérilla. C'est très important. Makhno est une des premières guérillas effectives du XXe siècle. Il faut attendre, vous le savez, les années 50 pour avoir une théorie de la guérilla, chez les Chinois, chez les Vietnamiens. Oui. On trouve une théorie de la guérilla auquel Makhno n'a pas pu avoir accès chez Laurence d'Arabie. Oui, quand il mène les guerriers du désert face aux Turcs, dans son livre Les 7 piliers du désert, il y a 100 pages qui sont consacrées à la guérilla et qui sont assez belles, mais c'est complètement minoritaire. On peut comprendre, c'est le moment où les armées deviennent vraiment scientifiques et technologiques, et lorsqu'on veut combattre une armée de ce genre, il est évident que on ne peut pas mener des guerres comme l'ont mené les Indiens d'Amérique, qui par exemple ont mené des attaques de front. Ils ont été massacrés contre des armées technologiques et qui ont disparu physiquement. Oui. Donc Makhno fait le contraire. Volin appelle ça la guerre d'embuscade dans la Révolution inconnue. C'est ça. Ça n'a pas de nom encore. On n'appelle ça pas guérilla. Ça n'a pas encore le nom espagnol que ça va prendre. Archinov parle de guérilla, mais quelques années après. Oui, c'est ça. Dans les années 26, 27, 30, il commence à parler de guérilla. Le terme à ce moment-là existe. Parce qu'il y a eu la Révolution mexicaine. Mais oui. Ça compte. C'est-à-dire que c'est ça aussi. Qui elle aussi était fondée sur le principe de la guérilla. Voilà. Alors, donc cette guérilla est couronnée de succès puisque dans le sud de l'Ukraine, les makhnovistes parviennent à détruire l'autorité de l'Hetman, à chasser les propriétaires, et ils portent tellement de coups aux Austro-Allemands que ceux-ci sont très fragilisés. Donc, mais Makhno n'en a pas fini avec la guerre, puisque en novembre 18, à peine Skoropadsky et les Austro-Allemands chassés, qui arrivent, c'est Denikin et Shkuro, l'armée blanche. Donc, et ils se mettent en marche pour envahir l'Ukraine méridionale. Alors, c'est là le moment où finalement les bolcheviks vont demander à Makhno, vont passer leur premier accord avec Makhno, premier traité, et lui demander de commander une armée commune pour chasser les forces nationalistes de Petliura qui occupait Ekaterinoslav, et aussi les blancs qui sont là et qui menacent quand même d'envahir toute l'Ukraine.
Donc au début, c'est un allié en fait dans la guerre civile. Oui, ce qu'il faut faire, c'est que ce qu'il faut bien dire, c'est que évidemment les Austro-Allemands ayant été vaincus, les forces occidentales vont maintenant sponsoriser des troupes russes exilées pour leur faire reconquérir le territoire. Hein. Oui. C'est qu'on est dans un mécanisme de reconquête contre l'Union soviétique qui est organisé non plus par des Austro-Allemands encore vigoureux, puisque désormais ils sont vaincus, on a passé novembre 18, mais c'est simplement les troupes occidentales. On va donc voir arriver Dénikine, bien sûr, mais on va voir surtout arriver après les généraux français, anglais, etc. Là, cette affaire va se prolonger, et on va continuer d'en parler, car l'activité de Makhno va continuer de rester extrêmement brillante avec la formation de sa fameuse armée révolutionnaire insurrectionnelle, qui va être quelque chose dont les statuts existent, que j'ai ici, qu'on lira un peu et qui sont intéressants, puisque ils ont dirigé la totalité de la politique de Makhno pendant cette période. Bien, on va encore écouter un peu de musique liée à tous ces événements, et puis on se retrouve dans très peu de temps. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Dirán canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, c'est la bibliothèque anarchiste qui continue, et nous étudions toujours la vie et l'action de Makhno, et là plus particulièrement on rentre dans la période de la guerre contre les Russes blancs. Alors Michel, il y a beaucoup de choses à dire là contre les Russes blancs. En effet. Guerre contre les Russes blancs, mais aussi contre les bolcheviks. Exact. Alors donc nous sommes en 1918, je vous le rappelle. Makhno a réussi à chasser avec ses armées Skoropadsky, Letman Skoropadsky et les Austro-Allemands. Et qui arrive à ce moment-là, Dénikine et Shkuro, les généraux blancs qui sont soutenus par les Anglais et les Français, essentiellement d'ailleurs en matériel. Et ces généraux blancs commencent à envahir l'Ukraine méridionale. C'est le moment où les bolcheviks demandent pour la première fois à Makhno de commander une armée commune.
Et là, le but de Makhno, c'est quoi? Enfin, son assignation, on va dire, c'est de chasser les forces nationalistes de Petlura, qui était un nationaliste réactionnaire et qui occupait Ekaterinoslav. Donc, Makhno parvient à chasser Petlura. Donc, que se passe-t-il ensuite entre novembre 1918 et avril 1919? Le mouvement makhnoviste est presque le seul à résister aux troupes de Dénikine et de Shkouro. Et il le fait avec brio. C'est-à-dire qu'il a libéré le sud de l'Ukraine. Et à ce moment-là, les bolcheviks, que font-ils? Ils ne tarissent pas d'éloges sur les francs-tireurs ukrainiens, en particulier sur leur chef, Makhno. Et dans le journal officiel du parti bolchevique, on trouve des pages dithyrambiques consacrées au grand chef Makhno, grand promoteur de la révolution prolétarienne, qui œuvre à l'édification d'un monde meilleur en luttant contre les méchants contre-révolutionnaires. Oui. Le même qui sera finalement dénoncé comme un contre-révolutionnaire typique et puis petit bourgeois et allié, pogromiste et antisémite. Pogromiste, antisémite et allié aux forces réactionnaires. Et ivrogne. Voilà. Comme quoi les choses peuvent changer. Voilà. L'évaluation surtout des personnes et des hommes. Ah oui, non, mais les bolcheviks étaient tellement forts en virage politique qu'ils auraient fait des merveilles dans des rallyes, à mon avis. Sur des virages à 90 degrés ou à 180 degrés pris en quelques secondes, c'est quand même absolument admirable. Bon, d'un point de vue... Tout ça au nom de principes intangibles, bien sûr. Évidemment. Oui. La ligne est toujours la même, il n'y a que toi qui changes, camarade. Alors, donc, février 19, que se passe-t-il à ce moment-là? L'armée soviétique entre en Ukraine et propose immédiatement à Makhno de former avec le pouvoir communiste une alliance révolutionnaire et militaire contre les Blancs de Dénikine. Makhno, lui, commande toujours une partie des armées et les autorités soviétiques s'engagent à fournir du matériel de guerre, ce qui est absolument essentiel à ce moment-là, puisque la situation n'a pas changé depuis la dernière fois que j'en parlais. Makhno et les francs-tireurs trouvent les armes et les munitions là où ils peuvent. D'ailleurs, ce sera l'occasion pour les bolcheviks de faire tout un tas de sales coups aux makhnovistes, en leur fournissant par exemple des armes qui ne vont pas avec les munitions. Super. Il y a tout un tas de petites mesquineries, de sabotages qui sont toujours plus ou moins faits, mais en tout cas, on leur fournit quand même du matériel tant qu'on les laisse en première ligne, finalement. Alors ici, il peut être intéressant de connaître justement les principes de l'armée insurgée makhnoviste. Alors, moi j'ai quelques trucs, mais toi, Philippe, tu as peut-être d'autres éléments. Moi j'ai un appel surtout, qui est un appel politique de l'armée donc de Makhno, mais ce ne sont pas les statuts de l'armée. Donc si toi tu as des choses, tu peux le dire. Alors ce qui est quand même important à noter de ce point de vue-là, c'est que Makhno a longtemps été loué pour sa capacité justement à organiser une armée. Voilà. Et il me semble que ce qu'on peut souligner, c'est que les principes de cette armée insurgée makhnoviste étaient à l'opposé radical de tous les principes trotskistes d'organisation de l'armée rouge. Et c'est très important, pourquoi? Parce qu'on créditera souvent Trotsky d'avoir sauvé la révolution grâce à une organisation de fer dans l'armée rouge, où on rétablit les récompenses et les médailles, où on fusille les déserteurs, où les grades sont apparents, et ainsi de suite. Oui, il aimait bien fusiller Trotsky. Oui, c'était un sport assez plaisant pour lui, semble-t-il. Et on va voir que justement dans la lutte contre l'armée blanche, c'est finalement une armée de francs-tireurs organisée suivant des principes qui ne sont pas du tout ceux de Trotsky, qui vont remporter des victoires décisives et qui vont peut-être sauver justement le pouvoir bolchevique par la suite. C'est ça qui est quand même formidable. Et donc il parle de discipline fraternelle, c'est ça. Oui. Alors déjà tous les engagés sont des volontaires. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un appel à la mobilisation et on dit on aurait besoin de tant de gens pour tel village, tant de gens pour tel autre village, en fonction de la population et des besoins de l'armée, pour 10 classes d'âge. Et là, arrivent ceux qui veulent se battre. D'autre part, il faut savoir que les officiers sont élus par la base. Et d'autre part, il n'y a pas de distinction de grade. C'est-à-dire que quand on a été élu, on est commandant. Alors on peut être commandant de compagnie, de bataillon, de régiment, de brigade, en fonction justement de par qui on a été élu, mais tous sont commandants. Et ça s'arrête là. D'ailleurs, par ailleurs, ça va avec ce qui précède, l'autodiscipline est essentielle dans ce type d'armée, puisqu'ils ne peuvent pas se permettre de vivre sur le pays aux dépens des habitants, ce sont eux-mêmes des gens du cru, et puis une grande partie de la guerre, justement de la guérilla, a son succès assuré parce qu'elle est dans le pays comme un poisson dans l'eau. Et que la population la soutient. L'aide, la cache, la fournit. Voilà.
en munitions et en nourriture. On pourrait citer Mao aussi, le révolutionnaire est dans le pays comme un poisson dans l'eau. Oui, on va théoriser ça 25 ans après, quoi. Ça va venir une vingtaine d'années après. Et donc, il faut absolument, pour ce type d'armée, bannir le comportement habituel des armées en campagne, à savoir pillage, viol, déprédations diverses et autres. Alors voilà, et alors toi, quel est cet appel politique ? Moi ce que j'ai, c'est intéressant, c'est le manifeste de l'armée insurrectionnelle d'Ukraine. Donc ce texte est en fait date de 1920 et c'est un texte assez programmatique qui fait 3 pages et qui indique clairement de quel type de programme politique l'armée ukrainienne donc de Makhno est le soutien. D'ailleurs, il s'adresse par exemple il dit frères travailleurs, n'est-ce pas ? Donc c'est comme ça que ça commence. L'armée insurrectionnelle de l'Ukraine a été créée pour s'élever contre l'oppression des ouvriers et paysans par la bourgeoisie et par la dictature bolchevique communiste. Donc il y a déjà les deux aspects qui sont mis ensemble, puisque nous sommes en 1920 et comme tu le sais à ce moment-là, et comme tu vas en parler certainement, la rupture est consommée déjà plusieurs fois avec le pouvoir bolchevique qui a plusieurs fois déjà signé des traités et trahi bien sûr les promesses avec Makhno. Mais ce qui m'intéressait moi, c'était les dispositions, parce qu'on parle souvent, n'est-ce pas, dans notre mouvement libertaire, donc de cette question de savoir s'il faut ou pas d'un programme ou des directives. Et là, on voit que Makhno, ce qu'il veut, c'est se gagner les paysans et les ouvriers en prenant des dispositions qui sont des dispositions légales. Il dit, sont annulées toutes les dispositions du gouvernement d'Enikin, donc au revoir les Russes blancs, sont annulées aussi les dispositions du gouvernement communiste, qui vont à l'encontre des intérêts des paysans et ouvriers. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit apparaître le programme de James Guillaume, que l'on retrouvera aussi en Espagne. Les principes d'organisation sociale. Les principes, voilà. L'année dernière. Voilà, et on voit quoi ? Toutes les terres appartenant au monastère, aux grands propriétaires, aux ennemis, passent aux mains des paysans. Les usines, les entreprises, les mines de charbon et autres moyens de production deviennent la propriété de la classe ouvrière entière qui en assure la responsabilité de la direction et l'administration. Troisième alinéa. Tous les paysans et tous les ouvriers sont invités à constituer des conseils libres de paysans et ouvriers. Quatrièmement, on n'admet pas l'existence d'organisations tyranniques, militarisées, qui vont à l'encontre de l'esprit des travailleurs libres. C'est précisément le moment où il y a une militarisation complète dans le camp bolchevique. Ouais. Et où les corps francs sont éliminés physiquement par Trotsky. Oui. La liberté de parole, de presse et de réunion est le droit de chaque travailleur, et n'importe quelle manifestation contraire à cette liberté représente un acte contre-révolutionnaire. Autre idée, sont annulées les organisations de la police. À leur place, on organisera des formations d'autodéfense. On continue. Les conseillers ouvriers et paysans représentent l'autodéfense des travailleurs. Chacun d'eux doit donc lutter contre n'importe quelle manifestation de la bourgeoisie et des militaires. Il est nécessaire de combattre les actes de banditisme, de fusiller sur place les bandits et les contre-révolutionnaires. Donc on voit que c'est pas non plus de la guimauve, il s'agit de lutte. Et puis, on voit bien d'autres choses encore qui sont intéressantes. Il dit par exemple, les anarchistes révolutionnaires ont joué un rôle particulièrement remarquable lors de la révolution russe, mais ne possédant pas les moyens d'action nécessaires, n'ont pu mener à bien leur rôle historique. Il est déjà conscient à ce moment-là qu'une occasion a été manquée pendant les révolutions dans les grandes villes, c'est-à-dire à Leningrad et à Moscou, et que les anarchistes, par manque d'organisation et incapacité à se discipliner, n'ont pas été capables de jouer ce qu'il appelle le rôle historique de l'anarchisme. Et il continue sur ce qu'il appelle les soviets libres, la nécessité de la formation des unions communes, c'est-à-dire des groupements de communes, etc. Donc c'est assez complet. Et bien sûr, c'est aussi quelque chose, ça ne fait pas dans la dentelle, puisque ça finit de la manière suivante. Toutes les personnes qui s'opposeront à la diffusion de ce manifeste seront considérées comme des contre-révolutionnaires. On est dans une guerre, il est en train d'établir un programme libertaire, d'établir le communisme libertaire dans toutes les zones libérées. C'est ça, l'Ukraine, c'est, il faut le dire, plus grand que la France. À cette époque-là, c'est un pays immense, c'est une sorte de Far West avec des plaines très très plates, des grandes cultures, et il est important que les gens mangent. C'est la théorie aussi de Kropotkin, la conquête du pain. Et voilà, donc il est nécessaire de nourrir les gens, de s'emparer des zones, de les libérer, de les organiser. Il y a un véritable programme économique, et il faudrait lire un texte comme ça, qui donc est signé « Les conseils révolutionnaires de l'armée ukrainienne », le 1er janvier 1920. Donc il y a là une volonté que l'on voit, politique, qui s'additionne à la volonté militaire d'organiser une armée sur une base qui soit une base égalitaire, avec en plus une armée qui soutient et qui accompagne la révolution dans les campagnes, dans les villes. C'est-à-dire, l'armée n'étant pas présentée comme un outil de répression ou un outil de simple défense nationale, mais étant présentée comme un élément de la révolution. C'est pour ça qu'il l'appelle l'armée révolutionnaire insurrectionnelle.
C'est le terme donc qu'il donne, c'est le terme qu'il a imaginé pour désigner les corps francs dont il est à la tête. Ouais. D'ailleurs, pour revenir sur ce que tu disais, très tôt, Makhno, en parallèle de l'armée, va participer aussi à l'organisation d'une assemblée régionale de paysans et ouvriers du district de Goulaye-Polier. Exact. Et une seconde, donc ça c'est en janvier 19, la première, une seconde en février, une troisième en avril, donc elles sont organisées très régulièrement. Alors, que s'y passe-t-il ? Alors, on y débat d'abord de la défense de la région contre les forces contre-révolutionnaires, très important. Deuxièmement, des relations avec tout point extérieur, y compris les bolcheviks. Et troisièmement, de l'organisation sociale de la région. C'est-à-dire que cette plateforme, elle est mise en œuvre à partir justement des gens qui vivent en Ukraine, des Ukrainiens qui se réunissent et qui décident de la façon dont ils veulent vivre. Et à cet égard, les représentants de la population décident donc d'abord d'appeler à la mobilisation volontaire et égalisante pour 10 classes d'âge, ensuite de refuser toute autorité, et là c'est surtout les bolcheviks qui sont visés, et troisièmement de former des communes paysannes basées sur la possession en commun de la terre et des instruments du travail, ainsi que sur la jouissance commune des produits du travail. Ici on retrouve le projet qui avait été entamé par Makhno et les autres avant la guerre civile, et qui est mise en œuvre. Alors c'est comme ça qu'il y aura une commune de 400 personnes, nommée la commune Rosa-Luxembourg, qui est située à 30 km de Goulaye-Polier. C'est intéressant d'ailleurs qu'il l'appelle commune Rosa-Luxembourg. C'est parce que les conseillistes sont en effet respectés par Makhno beaucoup plus que les bolcheviks. Ça c'est clair. On se souvient des critiques de Rosa Luxembourg à l'égard des techniques de commandement de Lénine. On se demande même encore comment les communistes de tous les pays osent utiliser Rosa Luxembourg comme une référence théorique pour eux, alors qu'elle est en plus beaucoup plus un problème qu'une référence. Oui. C'est aussi en faisant un choix de texte assez savant qui permet justement d'effacer historiquement l'essentiel de la pensée de Rosa Luxembourg. Alors, la deuxième assemblée, qui a lieu en février 1919, procède à la formation du premier organe d'autogestion des ouvriers et des paysans, qui s'appelle le Soviet militaire révolutionnaire régional des paysans, des ouvriers et des insurgés. Et son rôle consiste d'abord à servir de trait d'union entre tous les villages et les soviets de la région. Puis d'organiser la défense militaire. Alors, il a constitué 32 membres, qui représentent les 32 cantons des régions d'Ekaterinoslav et de Tauride. Ce qui est important de noter, du point de vue politique, c'est que ce conseil n'avait aucune fonction législative. Il n'avait qu'une fonction exécutive. Et en plus, il dépendait absolument des assemblées régionales qui pouvaient le dissoudre ou le réformer à n'importe quel moment. Donc ici, on est vraiment dans une organisation anarchiste typique où finalement, il n'y a pas d'organes de pouvoir bureaucratique, il y a des organes de liaison qui sont entièrement dépendants de la base et qui finalement sont fondés uniquement sur des mandats impératifs, des choses de cet ordre. Alors évidemment, il y a toujours des dérives autoritaires possibles dans ce type de système, j'imagine, mais en tout cas, on essaie de les prévenir à la base. Il faut dire qu'on est quand même dans une situation de guerre, avec des ennemis dedans, au dehors et autour. Oui. On imagine que arriver à organiser quelque chose d'aussi, je dirais, égalitaire et démocratique, au sens de démocratisme d'ailleurs, c'est quand même impressionnant compte tenu de la pression extérieure. Parce que lorsqu'en général on a des pressions du type de celle que subit l'Ukraine à cette époque-là, on réagit forcément en se contractant et en se contractant sur des bases autoritaires. Or on voit que c'est le contraire. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'au début les autorités soviétiques n'étaient attentives qu'au côté militaire de l'insurrection makhnoviste. Et elles ignoraient à peu près tout l'aspect social du mouvement insurrectionnel. Elles n'avaient pas conscience qu'il y avait toute une activité d'organisation sociale et autres. Et après avoir passé le pacte militaire avec Makhno, les soviétiques essaient de s'implanter. Et là, ils vont prendre conscience, justement, de l'aspect social de la Makhnovtchina. Et pour Artchinov, d'ailleurs, c'est l'unique raison du conflit qui aboutira à l'anéantissement du mouvement makhnoviste. C'est-à-dire que les soviétiques, voilà quelque chose qui leur est complètement opposé. Et face à un autre modèle social qu'ils ne peuvent qu'anéantir ou laisser tranquille, mais il n'y a pas de cohabitation possible en tout cas. Parce que partout où les autorités soviétiques essaient de s'implanter, elles essaient d'implanter leurs organes d'État, leur idéologie, elles sont confrontées au refus de la population qui ne les reconnaît pas, qui les traite de dictateurs rouges et qui ne leur accorde aucun crédit. Donc ils n'arrivent pas du tout à s'implanter. Et ça va durer pendant 3 mois, février, mars, avril 1919, où les Ukrainiens refusent l'autorité soviétique. Et à ce moment-là, la région libre
d'Ukraine, vivre sa propre vie, sans soucier des autorités communistes qui cherchent en vain à s'y établir. Alors, évidemment, les choses vont pas tarder à se corser, parce que en mai 19, Kamenev débarque et se rend dans la région de Goulaï-Polye afin de se renseigner exactement sur le caractère du mouvement makhnoviste. Parce que, en haut lieu, on commence à se demander qu'est-ce qui se passe exactement là-bas. Donc, bon. Et Kamenev, première chose qu'il fait, c'est quand même formidable, en vrai révolutionnaire bolchevique, propose aussitôt la dissolution de tous les soviets régionaux et locaux. Voilà. Vous n'avez aucune autorité, comme un Kronstadt. Vous dissolvez, vous arrêtez de faire ce que vous avez à faire et vous nous laissez la main. Évidemment, alors les makhnovistes ne refusent ne serait-ce que de délibérer sur cette proposition, qui jugent comme contre-révolutionnaire. Et donc, à ce moment-là, Kamenev recule de façon sournoise et traîtreuse, dit Archinov, et prétend vouloir travailler avec les insurgés. Mais d'après les documents historiques dont on dispose, il semble que à ce moment-là, le pouvoir soviétique avait déjà décidé d'anéantir le mouvement makhnoviste. Et à partir de là, ils vont simplement tergiverser et alterner, on pourrait dire, le bâton et la carotte. Tantôt, quand ils ont besoin des makhnovistes, ils s'allient avec eux. Tantôt, ils leur tapent dessus pour essayer de les éliminer. Le problème pour Makhno, parce qu'on pourrait lui reprocher d'avoir passé 3 pactes avec les soviétiques, c'est qu'il était constamment pris entre deux feux. Oui, parce qu'entre-temps, il y a Wrangel qui revient là. Voilà. Et alors que Denikin, d'ailleurs, à ce moment-là d'histoire, Denikin n'a pas encore été d'ailleurs chassé. Voilà. Alors, parce que bon, en ce même mois, Denikin attaque le front makhnoviste, les troupes de l'armée rouge classique abandonnent leur position, laissant le flanc gauche des makhnovistes sans protection. Et ces derniers se trouvent dans une position très difficile, d'autant qu'ils n'ont pas reçu de munitions de la part des soviétiques depuis plus de 2 mois. Ça, c'est des scénarios de guerre espagnole. Oui, c'est des scénarios de guerre d'Espagne, typique. C'est ce que je me disais, c'est une répétition de la guerre d'Espagne. Ouais. Michael ? Et ce qu'on lit dans le détail dans La Révolution inconnue de Volin, l'histoire justement de cette période, Makhno a été obligé de quitter son commandement, le commandement de l'armée insurrectionnelle, qui s'était intégré à l'armée rouge, sous la pression de Trotsky et des généraux et du général Libenko. Il a été obligé de partir et il les a trompés. Il a dit d'accord, je pars. Mais il est allé voir ses commandants et il leur a dit je vais revenir quand ils abandonneront la place et que les Russes blancs de Denikin vont les enfoncer. Et c'est ce qui s'est passé. Denikin a enfoncé l'armée rouge qui s'est égayée, a laissé de nouveau l'Ukraine aux mains des blancs et là il a rappelé ses commandants et il est revenu avec l'armée insurrectionnelle pour combattre Denikin pendant que les rouges, en fait, l'armée rouge fuyait. C'est ce qui s'est passé. Oui. Alors, comme tu disais, Trotsky est arrivé en juin 19 et il décide aussitôt qu'il faut écraser les makhnovistes. Alors, j'ai une superbe déclaration de sa part où il dit « La Makhnovtchina est pour nous un mouvement bien plus dangereux que celui de Denikin. Nous finirons toujours par avoir raison de Denikin, qui est un contre-révolutionnaire avéré. » On rappelle que Denikin est un russe blanc. Oui. La Makhnovtchina, au contraire, se développe au fond des masses. C'est pourquoi il serait préférable pour nous d'abandonner l'Ukraine entière à Denikin que de permettre à la Makhnovtchina de s'y répandre. Bravo. Donc là, c'est très clair. Le brave homme. Trotsky préfère éliminer ça, c'est un vrai révolutionnaire. Les anarchistes et laisser la place aux contre-révolutionnaires monarchistes, pire réactionnaires qu'ils soient. Et si Makhno n'avait pas prévenu à l'avance ses commandants de ce qui allait se passer, il n'aurait pas pu reconstituer son armée et ensuite il n'aurait pas pu, comme on va le voir, battre Denikin. Il les a mis en sommeil, quoi. Oui, il les a mis en sommeil et il les a réactivés et ils ont ensuite battu Denikin. C'est ce que tu vas raconter. Alors toujours en juin 19, le Conseil militaire révolutionnaire de la région de Goulaï-Polye convoque pour le 15 une 4e assemblée. Trotsky va déclarer cette assemblée hors la loi. Et à ce moment-là, les troupes bolcheviques entrent dans la région révolutionnaire, ils dévastent plusieurs communes et s'emparent de plusieurs militants révolutionnaires makhnovistes qui sont arrêtés sur le front en face de l'ennemi et aussitôt fusillés. Oui. Ça, c'est grandiose. Alors Makhno est alors pris entre deux feux, il est obligé de reculer aux confins de la Galicie et l'armée blanche en profite pour occuper toute l'Ukraine et s'avance à travers toute la Russie jusqu'à peu de distance de Moscou. C'est-à-dire que l'armée rouge se fait complètement enfoncer, comme tu le disais. Alors Makhno, lui, tout en reculant, rassemble toutes les forces révolutionnaires qu'il peut. Et en septembre 19, c'est là qu'on voit toute l'ironie de l'histoire, il va livrer près de la ville d'Ouman une bataille aux meilleures divisions de Denikin qui sont lancées à sa poursuite et il les bat à plat de couture. Il les éclate. Bon, il les tue presque tous ou les met en fuite. Et là, à partir de là, il se lance dans le sud de l'Ukraine, il anéantit l'arrière-garde de Denikin, il coupe leurs points de ravitaillement, il prend tous les points qu'il faut. Et ici, pourquoi c'est ironique ? Parce qu'en fait, à ce moment-là, il est possible que ce soit Makhno qui sauve le pouvoir bolchevique. Parce que les Blancs ne sont pas très très loin de Moscou. Il semble que Lénine et ses sbires
soit en train d'envisager une fuite en Finlande, en se disant on a duré un peu plus longtemps que la Commune, c'est déjà pas mal. Mais à cause de Makhno, les Blancs sont obligés de rapatrier leurs forces d'avant-garde en Ukraine, parce que de toute façon, elles ne peuvent plus tenir, étant donné qu'elles n'ont plus d'arrière-base. Oui. Il y a une chose qu'il faut dire là aussi dans cette bataille d'Ouma, je l'ai lu là, encore une fois dans le livre de Volin, parce qu'il le raconte, il a trompé l'armée de Dénikine en faisant croire, alors qu'il était pris dans une sorte de nasse, qu'il allait avancer vers l'Est, mais que c'était une sorte de fausse manœuvre militaire, alors que c'était sa vraie manœuvre militaire. Donc Dénikine a pensé que c'était une fausse manœuvre, c'était une vraie manœuvre, et donc il a attaqué de front l'armée principale. Et il l'a absolument saccagé, au point qu'ils ont massacré tous les officiers. Il paraît que ça a été un tapis de cadavres sur 3 km. Alors à ce moment-là, peut-être que les makhnovistes font preuve d'un peu de naïveté, parce qu'ils ont l'air de croire que les bolcheviks leur sont redevables, et que les choses peuvent aller de nouveau à peu près correctement entre les bolcheviks et les makhnovistes. Ils n'ont pas encore compris que pour les bolcheviks, il n'y a que les rapports de force qui comptent en définitive, mais qu'ils ont affaire à des gens qui sont d'un cynisme épouvantable, qui n'hésiteront pas à tuer les gens qui leur ont sauvé la mise la veille. Et les bolcheviks profitent peut-être de cette naïveté en de nouveau faisant des propositions aux makhnovistes. Et donc ils leur font une nouvelle proposition d'alliance assortie d'une exigence complètement insoutenable et uniquement politique, puisqu'ils demandent que les insurgés ukrainiens aillent lutter à la frontière polonaise, sous prétexte d'une menace fictive en Pologne. Évidemment, les Ukrainiens makhnovistes perçoivent tout de suite le piège. Tout simplement, il s'agit d'écarter l'armée locale insurrectionnelle pour laisser le champ libre à l'armée rouge qui est sur place. Et là, il les déclare hors la loi. Et donc, évidemment, le Conseil révolutionnaire de l'armée des insurgés makhnovistes refuse de se rendre à la frontière polonaise. À ce moment-là, le gouvernement soviétique, qui avait prévu le coup et qui avait même fait cette proposition à cette fin, devait déclarer hors la loi, pour la seconde fois, toute l'insurrection makhnoviste. Et alors là, il y a une guerre de quasiment un an, entre fin décembre 19 et le mois d'octobre 1920, entre le pouvoir soviétique et la région insurgée. Alors c'est une guerre extrêmement meurtrière, puisque les soviétiques vont tuer et déporter des centaines de milliers d'Ukrainiens. C'est-à-dire que la Tchéka arrive, fusille à tour de bras tout ce qu'ils peuvent fusiller, sous les prétextes les plus fallacieux, du type « donnez-nous toutes vos armes », sinon on fusille 7 notables, les paysans amènent à peu près les armes dont ils disposent. Le lendemain, la Tchéka procède à une fouille, elle trouve un vieux tromblon enterré dans un jardin, elle fusille les 7 gars, elle en prend 7 autres, elle dit donnez-nous toutes les armes. Et ils en fusillent 3-4 fournées, comme ça, pour bien faire comprendre que il ne faut pas s'opposer à eux. Alors, ensuite, on va arriver à août 1920 avec les troupes de Wrangel, qui avancent, elles, de façon inquiétante au cœur de l'Ukraine. Dénikine, lui, est hors course. Et l'armée rouge recule encore partout. Quant aux troupes de Makhno, elles sont une fois de plus prises entre le feu des Blancs et des Rouges. Et ce n'est que lorsque Wrangel menace la totalité de l'Ukraine que les autorités soviétiques se décident à traiter avec les makhnovistes. Alors après cet accord, les troupes insurgées font nouveau preuve de leur efficacité et commencent à débarrasser l'Ukraine des troupes blanches. Mais dès les premiers succès, les autorités soviétiques vont se mettre à préparer la liquidation du mouvement makhnoviste. Alors, on va distribuer des tracts aux corps d'armée, on va rapatrier des corps d'armée étrangers qui ne parlent pas l'ukrainien, qui ne parlent pas le russe, et qui ont combattu ailleurs, des Estoniens, des Chinois, tout ce qu'on peut, connaissent pas les insurgés, ils peuvent les tuer. Et dès le 25, après la débâcle de Wrangel, le 25 et le 26 novembre, les autorités soviétiques lancent leurs troupes sur les makhnovistes, arrêtent par traîtrise et exécutent les makhnovistes qui travaillent de concert avec les bolcheviks, dans les états-majors ou ailleurs, oui, et opèrent des arrestations générales dans toute l'Ukraine. Makhno, lui, était à Goulaï-Polé à ce moment-là, avec 3000 hommes, je crois, et il va faire face à il a été encerclé, parce qu'on lui a caché tout ce qui se passait, et il est encerclé par 100 000 hommes de l'armée rouge. Alors avec ces 3000 hommes, il arrive à faire une percée, allez savoir comment. Une énième charge de cavalerie. Une énième charge de cavalerie, il passe, et il va se livrer à quelques combats pendant 2 mois, à peu près, où il n'arrête pas d'affronter des forces 100 fois plus nombreuses. Mais il faut dire que l'armée makhnoviste a été détruite par le typhus, que l'armée rouge est de plus en plus assurée, de plus en plus nombreuse, et donc malgré son génie militaire, Makhno se trouve contraint de fuir, je crois d'abord en Pologne,
Oui, alors d'abord la Roumanie. Oui, et d'abord la Roumanie. Oui, petit à petit, ils se sont retrouvés en France d'ailleurs, à la suite d'un trajet à travers quelques pays. Oui. Donc on va avoir l'occasion de parler ensuite de la vie de Makhno en exil, car elle est importante sur le plan politique, puisqu'il a produit aussi, avec Archinov et avec d'autres, des textes intéressants pour le mouvement libertaire. Et on écoute encore un peu de musique. Voilà, c'était l'émission consacrée à la bibliothèque, non par la bibliothèque anarchiste à la Makhnovtchina. Vous avez découvert un petit peu rapidement, mais c'était, je crois, nécessaire, qui était Makhno, quel a été le rôle spécifique donc de la Makhnovtchina dans cette période, quelles difficultés ils ont traversées. C'est une histoire, par certains côtés, assez épique. C'est vrai qu'elle constitue d'une certaine manière une répétition de ce qui va se passer ensuite pendant la Révolution espagnole. Voilà, c'est la fin de l'émission. Alors quelques petites choses à vous rappeler qui sont importantes. La première, c'est que comme vous le savez, l'Université populaire de Montreuil continue son activité. Alors, bien sûr, on aborde toutes sortes de sujets. Le mois prochain, donc au mois de février, bien sûr, on consacrera un cycle important à la Révolution espagnole. Voilà. Alors, si vous avez envie de venir, de découvrir qui étaient par exemple les penseurs et les philosophes qui ont inspiré la Révolution espagnole, bien, il faut venir à partir du premier samedi donc du mois de février, 19h-21h, à la Parole Errante, au 9 rue François de Bergue. Le cycle va se constituer comme ça. Vous avez donc une première intervention sur le thème des grands philosophes libertaires qui ont inspiré la Révolution espagnole. Ensuite, il y aura un film passé sur la retirada, sur l'exil. On aura une conférence sur Durruti, si vous avez envie de savoir qui était Durruti. Voilà, et puis donc une dernière intervention importante aussi toujours sur les grands thèmes, sur les femmes dans la Révolution espagnole. Voilà. Et bien sûr, à l'occasion de ces différentes interventions, vous verrez non pas seulement des auteurs d'ouvrages divers et variés, mais aussi des réalisateurs, ce qui est à mon avis important. Il y a un beau travail qui est fait justement par les réalisateurs aujourd'hui de documentaires sur la Révolution espagnole. Donc ne manquez pas ce cycle, venez nombreux, c'est important, sur la Révolution espagnole, donc au mois de février, chaque samedi du mois de février, tout simplement de 19h à 21h au 9 rue François de Bergue à Montreuil, c'est au métro Croix de Chavaux. Voilà, c'était la fin de la bibliothèque anarchiste et on vous dit à bientôt.
Regardez Mathias. La Babylonia, arrête le match. Pitié, And the sky is burning down once again. The sky is aflame and you're not the same. You try to figure things out. Just try to understand why you just want to be back home now. Oui, comment dire, une petite intervention. On a été appelé donc à la radio. Oui, nous revenons donc dans 15 jours. Hein. J'ai dit à bientôt tout à l'heure, mais c'est dans 15 jours. Et dans 15 jours, le sujet d'étude, ce sera la RAF, la Rote Armee Fraktion, avec donc l'émission sera consacrée à la RAF, donc à ce qu'on a appelé la bande à Bader. Et on le fera à partir aussi de l'étude d'un livre qui a été publié chez l'Échappée et qui s'appelle justement RAF. Voilà, donc à dans 15 jours, hein, et puis je vous remets de la musique.